Cette session thématique qui s'appelle Société, scène et acteurs. J'ai le plaisir de présider cette séance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte et sociologue, professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris, Université Paris 12, Val-de-Marne. Parmi les 4 conférenciers de cet après-midi, une personne va nous faire défaut, c'est Madame Diane Sambron qui est souffrante. Elle avait une communication annoncée sur les femmes algériennes comme enjeu politique, 19e, 20e siècle. Malheureusement, nous ne disposons que du petit résumé que vous avez dans le fascicule et je n'ai pas d'autres informations à vous donner concernant ces propos. Alors nous allons essayer de respecter en même temps les temps de parole et l'ordre des prises de parole tel qu'il est mentionné dans le programme. Et je vais tout de suite passer la parole à Raed Bader, qui est à ma droite, qui va nous parler des Noirs en Algérie. Bonjour. En fait, ce que je vais parler tout à l'heure, ce sera un extrait quelques extraits d'une thèse tenue à Aix-en-Provence il y a quelques mois, sous la direction de Robert Hilbert. La thèse s'intitule « Une Algérie noire, traite d'esclaves noirs en Algérie coloniale, 1830-1906 ». Peut-être je commence par une excuse. J'espère que vous arrivez à me comprendre parce que j'ai appris le français en fait ici en faisant la thèse à Aix-en-Provence. En Algérie, l'esclave, c'est tout simplement le noir. Malgré la multitude de documents abordant ce thème, il est rare de retrouver ce mot. On parle de nègres, de noirs ou de domestiques et de soudanais. Sauf lorsqu'on veut insister sur le mauvais traitement dispensé par un maître. La victime est alors un esclave. Dans les temps modernes, l'Afrique du Nord n'a pas cessé d'être un débouché pour la traite des Noirs. Les esclaves noirs des deux sexes ont continué jusqu'aux premières années du XXe siècle à être introduits sous la forme d'une importation clandestine à partir du moment où la traite ouverte en provenance de Tombouctou et la vente publique sont devenues difficiles. La situation morale et sociale des esclaves en milieu urbain du XIXe siècle apparaît comme étant assez uniforme dans les diverses grandes villes telles que Tunis, Le Caire ou Tripoli. Les esclaves blancs sont devenus rares dès le début du XIXe siècle. Ils coûtaient cher et n'étaient recherchés que par des hauts personnages ou des riches turcs. D'un point de vue général, la question de l'esclavage en Algérie est passée par plusieurs grandes étapes. Une première qui s'étend de 1830 à 1848 et qui se termine par l'abolition de l'esclavage. La deuxième, la présence d'une grande puissance coloniale où le discours se tourne autour des couleurs et types de colons, des Noirs africains ou des Asiatiques de Chine et d'Inde. L'interdit devient un enjeu politique avec un discours nouveau, plein de valeurs civilisatrices. Et une dernière étape qui est le nouveau statut mondial de l'esclavage et l'abolition de l'esclavage en Algérie en 1906. La politique française officielle en Algérie montre comment les autorités étaient décidées à concentrer tous les efforts afin de supprimer l'esclavage dans ce territoire qu'ils ne considéraient pas comme étant esclavagiste. L'Algérie, 10 jours après la formation du gouvernement provisoire en France, devient partie intégrante du territoire français, selon le décret de 4 mars 1848. Devenue département français, l'Algérie n'était ainsi plus un pays esclavagiste. Dans le cas contraire, la France l'aurait été. Certains historiens considèrent que l'Algérie ne faisait pas partie des pays esclavagistes car le pourcentage d'esclaves de ce pays n'était pas très important comparé à celui d'autres colonies.
britanniques comme françaises. Par exemple, en Martinique, colonie française, 60% de la population totale était esclave. En Jamaïque, colonie britannique, ce nombre atteint 83%. Après le décret d'abolition, la pratique de l'esclavage s'est poursuivie d'une manière ou autre. En 1848, la loi proclame en effet que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Et c'est pourtant perpétué en Algérie au-delà de cette date. Un responsable militaire affirma que cette décision n'était pas suffisante dans les premières phases de l'interdiction. Le problème résidait dans le décret lui-même. Il aurait dû être uniquement appliqué aux régions civiles en Algérie et non pas aux régions mixtes ou militaires. Je cite l'article 8 du décret. Il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exportation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la citoyenneté française. Fin de citation. Labané, capitaine de l'état-major et chef de bureau arabe de Ténès, a expliqué les raisons pour lesquelles les Français auraient des difficultés à faire appliquer ce décret d'abolition de l'esclavage en Algérie. Je le cite. « L'esclave musulman ne ressemble en rien à l'esclave de nos colonies. C'est un membre de la famille. La loi religieuse et civile lui assure une position. Elle doit être nourrie ou vêtue selon la fortune de son maître. Il ne doit pas être maltraité. » Fin de citation. Dans la première période de l'occupation française en Algérie, la préoccupation essentielle des Français était de s'implanter et de contrôler toute résistance et révolution comme celle de l'émir Abdelkader. La deuxième période, qui s'étend jusqu'à 1870, a été témoin d'une continuité dans l'occupation des terres algériennes et de déroulement d'opérations militaires dans les régions de Kabylie et du Sud. À cette même période, une colonisation agricole se poursuivit à l'ouest. Cet objectif restait prioritaire sur toute autre politique, y compris sur la volonté d'abolir l'esclavage. La question de l'esclavage en Algérie commença à prendre de l'importance après 1848, année au cours de laquelle la Deuxième République abolit l'esclavage dans les territoires qu'elle dominait. Ce décret n'était pourtant pas le premier. En 1831, en effet, un autre décret interdisait le commerce des esclaves par la mer. Le dernier décret date de 1906 et clarifiait de nombreuses questions occultées dans le décret de 1848. On peut le considérer effectivement, le décret 1906, comme le plus important des décrets concernant l'esclavage en Algérie. Avant 1848, on abordait rarement la question de l'esclavage, surtout pendant la période 1830 et 1845. Ce fut après 1845 qu'on envisagera son abolition. Ceci apparaît dans des correspondances et des rapports échangés à l'époque entre le gouverneur général Bugeaud et ses responsables en poste dans la capitale. Ce projet ne vit pas le jour à cause du coup d'État qui amène Louis Napoléon et le régime républicain au pouvoir. Le gouvernement provisoire avait pourtant promulgué une déclaration interdisant le commerce des esclaves dans toutes les possessions françaises. D'après certains documents importants de l'époque, l'esclavage se poursuivait sur une longue période. Bien que ce décret d'interdiction de l'esclavage en Algérie date de 27 avril 1848, ses effets ne furent ressentis au Sahara qu'à la fin du XIXe siècle. La disparition définitive de ce commerce
s'inscrit dans les premières cartes du XXe siècle. Moi, c'est vrai que j'ai arrêté la recherche en 1906, mais j'ai regardé qu'il y avait de documents abordés la traite et les achats des esclaves. Moi, parmi les derniers documents que j'ai vus, moi, c'était en 1922. Donc, certainement, après, j'ai un collègue algérien qui travaille sur la même question. Il est aujourd'hui à Toronto. Je pense qu'il était aussi un de tes étudiants. Il s'appelle Yassine Dadiadoun. Il fait, lui, une thèse, justement, sur une période antérieure à cette période, mais il a écrit aussi un article qui touche même la période jusqu'à l'indépendance. Il a prouvé qu'il y avait effectivement des documents qui ont abordé ce sujet jusqu'à 1962. L'ouvrage de Dumas, Le Grand Désert, présente un grand intérêt dans la mesure où il analyse aussi bien les sources et les prix des esclaves que la manière dont il était acheminé par les routes du Sud vers les pays du Nord de l'Afrique. Elle présente également aussi bien le traitement réservé par les acheteurs, surtout par les Algériens ou les indigènes, que les documents appellent, aux Noirs, que leur situation dans les tribus ou sur les marchés vers lesquels elles étaient acheminées. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le prix des esclaves était peu abordable pour une grande majorité, alors que plusieurs crises avaient affecté le pays. Ces hommes riches présentaient à la fois les bons clients pour les caravaniers et les marchands en permanence sur place. Ces riches ont été capables d'acheter des esclaves en grande quantité avant de les revendre individuellement aux petits riches et honorables Algériens. Les documents attestent que les origines des esclaves en Algérie sont sud-sahariennes ou soudanaises, alors qu'il n'existe ni esclaves ni domestiques parmi la population d'origine algérienne. Dans des écrits, ces mêmes Algériens confirment que les Noirs à leur service étaient non pas esclaves, mais domestiques. L'ambiguïté de la détermination du terme esclave fut également entretenue par les versions contradictoires de fonctionnaires français au égard du travail des Noirs dans les zaouïas, par exemple. Effectivement, il n'y avait pas des régions propres aux Noirs et d'autres spécifiques aux Blancs en Algérie, à l'exception des régions aménagées pour les colons européens et interdites aux indigènes. La plupart des régions étaient ainsi mixtes. On remarquera cependant que dans les régions du Sud, il y avait beaucoup plus de Noirs que dans le Nord et le Tal. En effet, certaines régions du Sahara exportaient des Noirs. Les principales en Algérie étaient celles d'Omzab, dans la région de Gardaya, le Souf, auquel on peut ajouter aussi quelques grandes villes comme Biskra, Togorod et Ouargla. Les Noirs du Sahara, qui sont majoritaires, sont des descendants des anciens esclaves. Autres, ces Noirs, anciens esclaves, qui représentent la majorité, on trouve des populations, des couleurs, qui sont nettement distinctes de ces derniers et d'autres habitants. C'est les Harratines. Le noir, qui s'intitule Hartani, singulier, s'arroge en quelque sorte un titre de noblesse. Les Noirs de Souf viennent, quant à eux, d'Afrique occidentale et sont pour la plupart originaires de Soudan ou de Niger. Il y avait aussi d'autres régions qu'on peut effectivement qualifier, en tout cas on a trouvé dans le document, qui s'appelaient les villages nègres ou les villages des Noirs. Ils étaient pas
pas nombreux en Algérie, il y avait beaucoup plus en Libye et en Tunisie, mais effectivement dans le sud de l'Algérie, on trouvait certains de ces villages. Et la plupart des gens qui habitaient ces villages, en fait, ils étaient de Harratin. Donc, une fois que cette catégorie d'esclaves, enfin des anciens esclaves, est devenue libre, ils ont décidé de rester dans le sud des Algériens et ils ont construit leur village avec l'aide des personnages turcs d'abord, mais aussi quelques responsables français après 1848, ont essayé aussi de créer des villages pour ces Noirs-là. Sauf que le problème, qu'il y avait pas mal de colons qui refusaient que les Noirs, en fait, après leur libération, restaient en Algérie. Ils voulaient renvoyer plus loin dans le sud. Si j'aurai le temps tout à l'heure, j'essaie de vous parler justement d'un projet qui était proposé par la Seconde Empire en 1856. Peut-être je parlerai même tout de suite, mais en vitesse. C'est un projet qui était présenté à la Chambre des Pairs à Paris suite à la demande de gouverneur général de l'Algérie pour la manque de main-d'œuvre. Donc, le gouverneur général de l'Algérie a demandé l'importation de 100 000 esclaves, 100 000 noirs, à condition que ces gens-là soient achetés par l'État français et se déclarent libres à l'entrée des territoires français, c'est-à-dire à l'entrée de l'Algérie. Il y a beaucoup des colons qui ont refusé cette proposition. En tout cas, la proposition était rejetée à l'Assemblée des Pairs à Paris, mais il y avait d'autres colons qui souhaitaient en fait l'importation des Indiens et des Asiatiques à la place des Noirs. D'autres colons algériens préféraient faire travailler les Algériens mais non arabes, donc les Kabyles. Mais à ce moment-là, l'Algérie avait besoin beaucoup de main-d'œuvre et il avait des difficultés en fait à trouver des Européens de France pour les faire venir en Algérie. Les Noirs se trouvent partout en Algérie et l'existence de l'esclavage est continuée. Cette population noire est surtout très présente dans le sud, comme je viens de dire, mais également dans les grandes villes algériennes. Dans un rapport, on peut observer les chiffres de la population noire dans les 3 provinces d'Alger au mois de janvier de 1845. Je ne sais pas si on peut faire marcher la machine, LDZ qu'on peut la brancher, pour le montrer juste quelques chiffres des Noirs. C'est parti là. Juste parti là. On peut y cacher l'autre. Juste le tableau, pardon. Oui. De toute façon, je vais lire. Selon ces données officielles, la population noire se lève à 6 690 individus, soit 2 382 libres et 4 317 esclaves. Toutefois, ces chiffres ne sont pas encore complets car des renseignements manquent en ce qui concerne les parties de pays administrés militairement pour les localités suivantes. J'essaie de ne pas trop lire parce que je pense que le temps... Je donnais ce tableau, ce n'est pas le seul en fait. J'ai trouvé pendant quelques années de recherche sur les Noirs et l'esclave en Algérie beaucoup des tableaux, mais sont
tous contradictoires. J'avais des difficultés à m'approcher d'un chiffre approximatif des esclaves en Algérie. Un autre tableau qui était peut-être plus réel que celui-là, qui présente un chiffre de 18 329. Et c'était le chiffre en fait repris par Julien et par pas mal des historiens, soit algériens, soit français, car ce chiffre était publié à la veille de la publication de la loi de 27 avril 1847. Il y avait d'autres aussi qui étaient un peu moins, donc vers 17 000, d'autres 16 000. Moi, je pense que le chiffre approximatif double ce chiffre, c'est-à-dire autour de 40 000 esclaves dans le nord de l'Algérie, sans parler bien sûr de sud algérien. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il reste, donner un chiffre exact reste un problème. J'ai censé à la main les esclaves qui étaient libérés entre la période 1856 et 1900 tout court, 1906, on dépassait 1600 esclaves. Et ces esclaves-là, ils n'étaient jamais mentionnés dans les chiffres, dans les tableaux officiels. Donc je pense que peut-être il faut attendre encore certains documents et l'ouverture justement de certaines archives pour savoir si le chiffre va augmenter ou restera. Peut-être pour terminer, l'histoire de l'esclavage en Algérie ou des Noirs en Algérie, c'était pour moi une découverte, car quand je suis venu en France, je n'ai jamais pensé à travailler sur ce sujet. Je voulais travailler sur autre sujet, mais il y avait aussi une question que me suivait depuis mon jeune âge, quand j'étais à Jérusalem, faisais mes études, où je jouais avec des enfants noirs. Pour moi, ce n'étaient pas des Palestiniens, ces noirs-là. Et quand je posais la question de deux personnes d'entre eux, vous venez d'où? Là, il m'a dit, je viens de Jérusalem. L'autre, il m'a dit, je viens de Jéricho. Et en rentrant à la maison, j'ai demandé à ma famille, c'est bizarre, il y a des Noirs qui sont de Jérusalem et d'autres qui sont de Jéricho. Nous, au départ, on ne le considérait pas à 100% des Palestiniens, mais où ils se considèrent à 100% des Palestiniens. Cette histoire se répétait quand je suis arrivé en Algérie, il y a à peu près 5 ans, où quand je suis allé à la bibliothèque universitaire d'Alger, les chercheurs algériens me demandaient, c'est grâce à eux d'ailleurs que tout l'accueil, que je rends hommage aujourd'hui, que nous accueillent à chaque fois qu'on y aille, et ils sont à notre disponibilité tout le temps. Et ils me disaient, mais l'esclavage en Algérie, les Noirs en Algérie n'existaient jamais. C'était dans le sud de l'Algérie. Et j'étais obligé de changer mon sujet, en fait. À chaque fois qu'ils me demandaient sur quoi tu travailles, parce qu'à chaque fois je devais recevoir la même réponse, je disais que je travaille sur les minorités en Algérie. Et je me demande, en fait, qui était responsable jusqu'à aujourd'hui de l'ignorance de cette population noire en Algérie qui existe et qui présente quand même 5% au moins de la population algérienne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.